Bienvenue dans l'Instant Info, voici les titres de l'actualité. Le continent africain face au phénomène de l'extrémisme violent, un fléau qui implique de plus en plus de jeunes. Pour y faire face, les experts préconisent leur investissement au niveau sociopolitique. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi face à la presse ce 2 juillet à Bunia dans la province de l'Ituri, province confrontée à des conflits intercommunautaires. Le président a prôné un message de paix et d'unité. Et puis le Nigeria va enfin signer l'accord de libre-échange intercontinental, signature qui devra se tenir lors du sommet de l'Union africaine qui a lieu du 4 au 8 juillet à Niamey au Niger. Mais d'abord, ouverture du 33e sommet de l'Union africaine ce jeudi à Niamey au Niger. Une trentaine de dirigeants est attendue dès vendredi pour garantir la sécurité. Un dispositif de plusieurs milliers d'hommes, dont des policiers et militaires, a été mis en place. La circulation routière sera également fortement perturbée dans la capitale nigérienne. La route sera fermée du 6 au 8 juillet prochain, près des lieux de la conférence. Un dispositif sécuritaire primordial, le pays étant la cible d'attaque de groupes djihadistes dans l'Ouest. L'Union africaine, préoccupée par l'enrôlement massif des jeunes dans les conflits armés et les réseaux terroristes en Afrique. Comme solution à ce fléau, des experts préconisent l'implication de la jeunesse africaine dans la prise de décision au niveau sociopolitique. Mamat Ramadan et Corinne Kamsefehem. Depuis quelques années, le continent africain fait face au phénomène de l'extrémisme violent. Selon l'Union africaine, plus de 70% des personnes utilisées pour les attaques terroristes sont les jeunes. Pour aider les États à faire face à ce phénomène, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs plaide pour plus d'implication des jeunes dans la prise de décision au niveau local, national et continental. Je crois que si la jeunesse est en train de chercher d'autres alternatives, que ce soit violent ou non violent, c'est parce que c'est à cause de la marginalisation. Et donc on doit les intégrer dans les prises de décision, dans les tables de négociation pour ne pas aller chercher autre chose à faire qui peut être évidemment violente. L'instauration d'un dialogue intergénérationnel au sein des institutions des pays africains pour solutionner les problèmes de la jeunesse africaine a reçu un écho favorable auprès des chefs d'État du continent. Ils estiment que cette initiative permettra de combattre efficacement l'enrôlement des jeunes désœuvrés dans les réseaux terroristes. La problématique de l'implication des jeunes dans le sphère des prises de décision et les mécanismes de prévention du conflit est une préoccupation de premier ordre. De même, la vitalité de notre démocratie et notre gouvernance politique exige une pleine participation de nos jeunes. Pour rappel, les chefs d'État et de gouvernement africains ont réaffirmé à l'issue du 28e sommet de l'Union africaine le besoin urgent pour le continent de tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a tenu sa première conférence de presse ce 2 juillet à Bunia, dans la province de l'Ituri, une province confrontée à des violences intercommunautaires. Le président a appelé à la population à mettre fin à ces violences, à l'origine de nombreuses victimes et déplacés. Il s'est dit prêt à éradiquer les groupes armés étrangers dans la province. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, s'est exprimé devant la presse ce mardi 2 juillet à Bunia, dans la province d'Ituri. Le président de la République a réitéré sa détermination de lutter contre les forces négatives qui souvent utilisent les communautés pour semer la terreur dans la province. Les forces armées congolaises ont lancé les opérations qui ont permis le retour progressif de la paix dans cette province, doivent continuer leur mission. L'une des raisons de ma présence justement en Ituri, c'est de démasquer non seulement ces fameux assaillants non autrement identifiés, mais aussi pour connaître leurs commanditaires. Le chef de l'État a par ailleurs abordé d'autres questions d'actualité, notamment la construction du pont-route Rail Kinshasa-Brazzaville. Ces projets pour lesquels la Banque africaine de développement s'est engagée à disponibiliser 550 millions de dollars n'est réalisable qu'après la construction du port en eau profonde des Bananas. Et tant que ce projet ne sera pas réalisé, je n'avancerai pas sur le projet route rail. Je tiens à préserver nos intérêts
à travers les activités portuaires du Congo central et je ne vais pas me faire concurrence à moi-même. C'était la première conférence de presse du chef de l'État tenue au pays. Félix Tshisekedi a passé 3 jours dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri, démembrée de l'ancienne province orientale. Les violences dans cette partie du pays ont fait plusieurs victimes et plus de 400 000 déplacés. Le Nigeria annonce qu'il signera l'accord de libre-échange continental. La signature se fera lors du sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger du 4 au 8 juillet prochain. Le pays souhaitait au préalable consulter les spécialistes locaux pour préserver son industrie. Faba Maroun. La présidence du Nigeria l'a annoncé sur son compte Twitter ce mardi. Le Nigeria entrera dans la zone de libre-échange continentale au prochain sommet extraordinaire de l'Union africaine qui aura lieu à Niamey, au Niger, du 4 au 8 juillet 2019. L'information est d'autant plus surprenante qu'elle arrive après des années de refus d'adhésion du Nigeria à la zone de libre-échange africaine. Le Nigeria signe cet accord après de multiples consultations de spécialistes locaux. La priorité désormais sera de mener des négociations pour garantir des garde-fous contre la contrebande, le dumping social et autres menaces économiques. Le Nigeria applique depuis des années une politique économique très protectionniste, surtout depuis l'arrivée du président Buhari au pouvoir en 2015. En mars 2019, le chef de l'État nigérian préférait renoncer à la signature de l'accord à Kigali au Rwanda pour, disait-il, donner plus de temps aux investisseurs nigérians. Un revirement de situation qui avait suscité la polémique. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut accueillir cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction. Le Nigeria, c'est la première économie africaine. Le Nigeria, c'est un marché de près de 190 millions d'individus. C'est vraiment un pays important en termes économiques pour le continent africain. Le fait que le Nigeria ait demandé un peu de temps pour intégrer la zone de libre-échange économique, je pense que c'était dû aussi à des raisons politiques internes. Le Nigeria, vous le savez, avait un challenge électoral il n'y a pas très longtemps. Le président Buhari attendait, je pense, de conforter sa position sur le plan politique. L'Érythrée et le Bénin font également partie des rares pays africains à refuser la signature de l'accord de libre-échange. L'accord portant sur la création de la zone de libre-échange continentale, promue par l'Union africaine, est entré en vigueur le 30 mai 2019. Au Zimbabwe, la production minière a baissé de 10% en cause le déficit en énergie électrique. Les revenus en devises extérieures du secteur ont de ce fait également connu une baisse. Le pays envisage désormais d'importer de l'énergie depuis l'Afrique du Sud et le Mozambique. Ange Ménio. Le déficit énergétique que connaît le Zimbabwe réduit sa production minière de 10%. Selon les autorités, l'industrie minière du pays, qui requiert une fourniture continue d'électricité, n'est plus alimentée comme il se doit. Actuellement, le pays fait face à un déficit important d'énergie avec un besoin de 2029 MW contre une offre moyenne disponible de 1200 MW. Pour moi, les choses sont relativement simples à ce qui concerne le Zimbabwe. De part, nous connaissons tous que ce pays connaît quand même un train de difficultés économiques assez important. Quand vous regardez le budget de l'État zimbabwéen, il est quand même suffisamment faible pour être capable de supporter les coûts nécessaires à un meilleur approvisionnement en énergie électrique. L'une des conséquences directes du déficit énergétique est la baisse des recettes en devises extérieures réalisées par le secteur. Pour faire face à cette situation, la compagnie électrique du pays envisage d'importer de l'énergie depuis l'Afrique du Sud et le Mozambique. Il est bon, à mon avis, que le Zimbabwe opte pour des solutions moins chères et plus simples que l'énergie hydroélectrique. Le Zimbabwe a des capacités, des possibilités de développer l'énergie solaire. La compagnie minière Zimplats Holdings projette de construire une centrale solaire de 160 MW au Zimbabwe. Le secteur minier représente les 2/3 des recettes à l'exportation du pays, soit 4,8 milliards de dollars de revenus en 2018. Dans l'actualité également, en Algérie, le président par intérim Abdelkader Ben Salah appelle à un dialogue national inclusif lors d'un discours ce 3 juillet. Le dirigeant a assuré que le dialogue sera mené en toute transparence, sans la participation de l'État et de l'armée. Un dialogue urgent selon lui pour organiser au plus vite le scrutin présidentiel. Les discussions devraient porter sur la mise en place d'un organe ou autorité indépendante dont la mission sera de contrôler le processus électoral. Rappelons que la présidentielle était prévue ce 4 juillet, un scrutin annulé faute de candidats. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.